Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Parce que tu as des enfants, c'est un coup de poker, tu te dis, bon, personne n'en veut, peut-être que ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qui se passe dans ton... Tu te dis, c'est quitte ou double? Oui, et puis on a tous rendez-vous avec nous-mêmes. Tu sais, j'espère vraiment que des gamins qui regarderont cette interview se diront, si lui l'a fait, c'est que c'est possible. Je n'ai aucun talent supplémentaire que sans doute des gens qui regarderont cette vidéo. Sauf que j'ai une chose, moi, qu'on ne peut pas m'enlever, c'est la détermination. Bonsoir. Je suis ravie, tu sais pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que moi je suis fan, alors souvent on me dit oui, mais le journaliste il ne faut pas qu'il donne son avis, moi je le donne. Je suis fan de ton humour, j'adore. Donc bon, voilà, on a essayé d'avoir 2 ou 3 fois et puis on s'est loupé, donc je suis très très contente de t'avoir. Et puis en plus, c'est ton premier one-man show. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce que t'es passé par... Enfin, t'as quand même fait pas mal de choses, toujours avec du monde sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que c'est ton frère d'ailleurs. Oui, alors la réponse elle est dans 2 points. D'abord dans la question et puis avec mon frère, parce que j'ai passé quand même 15 ans de ma vie dans des troupes de théâtre, que ce soit dans le Clan des Divorcés ou dans 10 hommages ou dans Famille Recomposée, j'avais toujours plusieurs partenaires. Je dois avouer qu'à un moment où la solitude me manquait un tout petit peu. J'avais envie de te retrouver seul, voilà. Ça. Et j'ai un frère qui me prenait la tête, il me disait oui, il faut que tu fasses un one-man show. Il me disait toujours la division d'honneur en spectacle vivant, c'est le one-man show. Il faut que tu fasses un one-man show. Donc tout ça qui se mélange. Une espèce de challenge, c'est ça? Voilà, j'ai eu 45 piges aussi, c'était un cap. Je me dis, ah tiens, c'est le bon âge. Le 9 février ou le 7 février, je crois. Un verso, c'est ça? Oui, bah oui. Je connais bien le verso. Et donc voilà, je me suis retrouvé dans ce spectacle. Alors vraiment au début je l'ai fait en me disant ça va durer 3 mois ou 6 mois et puis basta, me serais fait plaisir, j'aurais fait plaisir à mon frère. Et puis il se fait que ça marche beaucoup mieux que prévu. Et donc apparemment on n'est pas prêt d'arrêter tout de suite. Moi j'ai pris des notes. Ah, tu penses bien. Et oui, moi on m'a dit voilà, il y a le premier one-man show d'Halil Vardar et il va t'expliquer comment garder ton mec. Voilà. Alors dis-nous un peu, sans tout dévoiler. Tout au long du spectacle, je donne des leçons, mais ça va de... Tu vois, par exemple, toutes les femmes qui regarderont ce sujet savent qu'elles ont tendance à vouloir trop fouiller le portable de leur mec. C'est la première leçon aujourd'hui, arrêtez de fouiller le portable de votre mec. D'accord, donc il faut que j'arrête de fouiller son portable. Ça sert à rien. Faites confiance à votre mec ou quittez-le. Et surtout, il faut arrêter de s'inventer des maîtresses qu'il n'a pas, parce que celles qu'il a lui suffisent déjà. Oui, il paraît. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce spectacle-là? Est-ce qu'il y a du vécu? Parce que tu parles beaucoup de toi, de tes anciennes copines, tes camarades, ton vécu. Est-ce qu'il y a vraiment du vécu? Les petites anecdotes, etc., c'est vraiment du vécu? Évidemment qu'il y a du vrai, même si tout ça est assez romancé, exagéré. Mais je pense que pour que quand les gens viennent voir un one-man show, il faut que le gars leur parle d'eux. Je pense que l'artiste doit parler. Dans une pièce, on s'en fout, c'est un sujet. On se retrouve tous un peu dans tes histoires. Mais parce qu'on a tous à peu près, vous savez, moi ce que j'ai tout le temps, on vit tous à peu près la même vie, mais avec des prénoms différents, des noms de villes différents, mais on a tous à peu près le même cursus. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les chansons d'amour nous touchent autant, que les films d'amour nous touchent autant, parce que c'est les sentiments, l'émotion, ce qu'on vit dans toute une vie. Toute la planète le partage en fait, on vit tous les mêmes émotions. Et nous les artistes, on essaie de retranscrire ces émotions dans des œuvres. Moi j'essaie que ce soit drôle, mais j'essaie que par moments ce soit touchant aussi. Halil Vardar, moi il y a un truc qui me fascine chez toi, parce que j'ai un petit peu fouiné avant de venir. T'as cette fâcheuse manie, enfin fâcheuse, non, bien au contraire, mais c'est un tic chez toi de lorsque tu vas quelque part, t'achètes l'endroit et tu t'installes et tu produis. Non, c'est pas un tic, c'est devenu un tic par défaut. C'est-à-dire que pour quelle raison? Pour ton information, et c'est un peu tu vois, ça souligne le gros problème du théâtre, c'est que moi, il y a 14 ans, et je le jure devant tout, personne ne voulait à Paris du Clan des Divorcés. C'est-à-dire qu'il y avait 40 directeurs de théâtre et tout le monde se disait c'est un bide, ça ne marchera jamais. Rappelle-moi combien de téléspectateurs tu as eu? C'est 100 et quelques diffusions à la télé, 3 millions d'entrées au théâtre en spectacle vivant. Et une série également, tu en as fait une série d'ailleurs, qui a été sur Canal, 16 pays différents qui l'ont joué. Et à l'époque, Aziz, mon frère Aziz, c'est moi que les gens connaissent un peu parce qu'on a fait un peu de médias ensemble là, on était rejetés, les gens ne voulaient pas de ce spectacle. Donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu te dis, bon ils ont raison, mais quand tu vois l'état de leur théâtre, tu te dis qu'ils n'avaient peut-être pas tout à fait raison. Et tu te dis, bah, j'avais 30 ballets, tu dis, bon, putain, il faut y aller, quoi. Et j'ai investi, j'ai vendu ma maison,
J'avais mes bébés dedans, mes filles étaient encore bébés. J'ai vendu la maison, on a acheté un petit local, puis un grand, puis un très très grand. C'est-à-dire moi si je décide... Ça c'est des origines albanaises, oui, c'est ça. J'étais tellement déterminé. Et je savais, pour avoir joué cette pièce 6 mois à Toulouse, je savais que c'était une bombe, le clan des divorcés. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'on la mette pas à Paris. Alors maintenant, quand je veux faire une pièce, je sais très bien que le public maintenant me suit, je les ai fidélisés pendant 15 ans. Alors pourquoi est-ce que je donnerais tout ce public à un théâtre? Maintenant, autant les faire venir chez moi. Ouais, tu as bien raison, écoute. C'est vrai que ce spectacle-là, Comment garder son mec, tu l'as joué d'abord au Maroc. Ouais. Pour quelle raison? Parce que j'ai un ami marocain qui j'espère, verra cette vidéo, qui s'appelle Mehdi. Et Mehdi, c'est un tourneur, c'est lui qui fait venir mes spectacles au Maroc. Et il m'a dit, on discutait un soir tard à Casablanca, après une de mes pièces, et il m'a dit, oui, tu devrais faire du one-man show. Et il m'avait encouragé à ça. Et je lui avais donné ma parole, j'avais dit, Mehdi, si un jour je fais un one-man show, j'irai d'abord à Casa, on commencera ensemble. Et nous voilà, un truc hyper chic à Casablanca, qui s'appelle le Sun Club. C'est le club des clubs, c'est le truc hyper hype. Me voilà dans une salle improbable, une petite salle, et ces gens-là sont tous venus avec une bienveillance incroyable. J'avais une centaine de personnes, et c'était la première. Donc Mehdi Laraki est à l'initiative de cet événement, et c'est sans doute pour la raison pour laquelle je vais très bientôt retourner à Casa chez lui, mais ce coup-ci pour une salle plus grande et avec un passage moins discret. Et d'autres ambitions pour cette... Parce que c'est incroyable, enfin, on a l'impression que tu parles de chacun de nous, on se retrouve tous à un certain moment, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a plein de moments sur lesquels je me suis retrouvée, mais je dis, c'est pas possible, il me connaît, on a dû vivre quelque chose, c'est pas possible. Oui. Alors est-ce que tu penses que tu pourrais la jouer ailleurs aujourd'hui, ailleurs, même en dehors des frontières? Là, on part en tournée. Là, je reste à Paris jusqu'au mois de mars. La bonne nouvelle, c'est que ça se prolonge jusqu'au mois de mars. C'était juste après, en janvier. Voilà. Après, je pars en tournée. Je fais pas mal de pays. Pas mal de villes, je m'arrête un peu en Suisse. Oui, j'y arrive peut-être un jour. Mais en tous les cas, j'essaye de porter ce spectacle partout parce que je pense qu'il est bon, parce qu'il est drôle. Puis je pense aussi qu'il est utile. Parce que je me dis que les gens qui sont venus, ils ne repartent pas avec rien, ils repartent avec des émotions, ils repartent avec des souvenirs. Et c'est pas juste marrant, hein. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans l'histoire. C'est ça, tu vois, c'est toujours difficile de le dire soi-même, mais je pense que j'ai fait un spectacle qui touche à plusieurs niveaux les gens, et j'aimerais que tout le monde puisse le voir. On sort en tout cas avec des petites étincelles, et en tout cas pour ceux qui se posent des questions par rapport à leur couple, j'ai bien aimé la fin. Voilà, donc c'était assez émouvant, assez touchant. Juste une question, est-ce que c'est quelque chose que tu as su tout de suite, ou est-ce que les choses ont évolué et que tu t'es dirigé vers le spectacle vivant avec le temps, ou alors, ça a été quand j'étais gosse... Tu as fait de la boulangerie, j'ai fait tous les pas mal de choses. Oui. L'animation radio d'ailleurs. La radio, j'ai fait très longtemps. Avec tes deux frères. J'ai fait 5 ans de en radio. Belgique. J'ai été très longtemps à la radio. Mais Radio Contact, je crois, c'est ça. Radio Contact, qui était à l'époque la première radio de Belgique, où je racontais des blagues avec des copains. Ça avait un vrai succès. Moi, j'ai toujours su que je faisais rire. Maintenant, le problème entre je fais rire à table à l'anniversaire de Jean-Paul et je fais réunir 500 personnes dans un théâtre, il y a un fossé énorme. Moi, ma famille n'était pas dans le milieu culturel, c'est une famille d'ouvriers très très pauvres, et moi, je n'avais pas le droit d'avoir ces ambitions-là. Mais je les ai eues quand même. C'est-à-dire que je ne me suis jamais mis un plafond de verre au-dessus de la tête. Je me suis toujours dit tout est possible. Et à un moment, on n'était pas socialement capable de... J'avais même pas la capacité d'écrire quoi que ce soit. Je l'ai fait quand même. Donc c'est pour ça que je dis toujours... Quand quelqu'un vous dira, parce que vous savez, les gens, ils vous transfèrent toujours leurs doutes. Comme eux, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils transfèrent que ça, d'ailleurs. Voilà, comme ils n'ont rien fait de leur vie eux-mêmes, ils ne comprennent pas que vous vouliez faire quelque chose. Alors, si vous avez un projet, ils vous feront peur. Tous les gens qui vous disent de ne pas le faire, c'est une bonne raison de le faire. Je suis la preuve vivante que si on essaye et si on se bagarre, parce que je peux vous dire, s'il y en a un qui n'était pas prévu pour être sur cette photo-là, c'était moi. Mais j'y suis. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite étoile clairsemée en tout cas un peu partout ce soir. Et puis c'est bon d'avoir un peu d'optimisme dans ce monde. Alors, moi je me disais, en arrivant vers la fin, je me disais, bon, c'est très bien, Aline nous a donné une bonne leçon à nous les femmes, comment garder donc son mec. Alors je me disais, est-ce que, dans quelques temps,
Je pourrais revenir, si jamais j'ai des idées de le dégager. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire un petit cours? Comment dégager son mec? Quand elle décide de virer un mec, elle le fait. Et elle lui trouve toutes les raisons. Voilà. Alors que le mec, quand il veut virer une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour être tellement mauvais que la femme décide de le virer. Vous voyez, les femmes ont ce courage qui manque souvent.